Charles Darwin donc, L'origine des espèces, épisode 16. Chapitre 5, partie 2. Effets de l'usage et du non-usage. Les faits cités dans le premier chapitre ne permettent, je crois, aucun doute sur ce point, que l'usage, chez nos animaux domestiques, renforce et développe certaines parties, tandis que le non-usage les diminue, et, en outre, que ces modifications sont héréditaires. À l'état de nature, nous n'avons aucun terme de comparaison qui nous permette de juger des effets d'un usage ou d'un non-usage constant, car nous ne connaissons pas les formes types. Mais beaucoup d'animaux possèdent des organes dont on ne peut expliquer la présence que par les effets du non-usage. Y a-t-il, comme le professeur Owen l'a fait remarquer, une anomalie plus grande que dans la nature qu'un oiseau qui ne peut pas voler? Cependant, il y en a plusieurs dans cet état. Le canard à ailes courtes de l'Amérique méridionale doit se contenter de battre avec ses ailes la surface de l'eau. Et elles sont chez lui à peu près dans la même condition que celles du canard domestique d'Aylesbury. Les grands oiseaux qui se nourrissent sur le sol ne s'envolent guère que pour échapper au danger. Il est donc probable que le défaut d'ailes chez plusieurs oiseaux qui habitent actuellement ou qui, dernièrement encore, habitaient des îles océaniques où ne se trouve aucune bête de proie, provient du non-usage des ailes. L'autruche, il est vrai, habite les continents et est exposée à bien des dangers auxquels elle ne peut pas se soustraire par le vol. Mais elle peut, aussi bien qu'un grand nombre de quadrupèdes, se défendre contre ses ennemis à coups de pied. Nous sommes autorisés à croire que l'ancêtre du genre autruche avait des habitudes ressemblant à celles de l'outarde, et que, à mesure que la grosseur et le poids du corps de cet oiseau augmentèrent pendant de longues générations successives, l'autruche se servit pour toujours davantage de ses jambes et moins de ses ailes, jusqu'à ce qu'enfin, il lui devint impossible de voler. Kirby a fait remarquer, et j'ai observé le même fait, que les tarses ou parties postérieures des pattes de beaucoup de scarabées mâles qui se nourrissent d'excréments sont souvent brisées. Il a examiné 17 spécimens dans sa propre collection et aucun d'eux n'avait plus la moindre trace des tarses. Chez l'Onytapelles, les tarses disparaissent si souvent qu'on a décrit cet insecte comme n'en ayant pas. Chez quelques autres genres, les tarses existent, mais à l'état rudimentaire. Chez l'Ateuchus, ou scarabée sacré des Égyptiens, ils font absolument défaut. On n'a pas encore des preuves suffisantes que les multiplications accidentelles soient héréditaires. En conséquence, il est peut-être plus sage de considérer l'absence totale des tarses antérieures chez l'Ateuchus et leur état rudimentaire chez quelques autres genres, non pas comme des cas de mutilation héréditaire, mais comme les effets d'un non-usage longtemps continué. En effet, comme beaucoup de scarabées qui se nourrissent d'excréments, ont perdu leurs tarses, cette disparition doit arriver à un âge peu avancé dans leur existence et, par conséquent, ils ne doivent pas s'en servir beaucoup. Dans quelques cas, on pourrait facilement attribuer au défaut d'usage certaines modifications de structure qui sont surtout dues à la sélection naturelle. M. Wollaston a découvert le fait remarquable que, sur 550 espèces de scarabées, on en connaît un plus grand nombre aujourd'hui, qui habitent l'île de Madère, 200 sont si pauvrement pourvues d'ailes qu'elles ne peuvent voler. Il a découvert en outre que sur 29 genres indigènes, toutes les espèces appartenant à 23 de ces genres se trouvent dans cet état. Plusieurs faits, à savoir que les scarabées dans beaucoup de parties du monde sont portés fréquemment en mer par le vent et qu'ils y périssent, que les scarabées de Madère, ainsi que l'a observé M. Wollaston, restent cachés jusqu'à ce que le vent tombe et que le soleil brille, que la proportion de scarabées sans ailes est beaucoup plus considérable dans les déserts exposés aux variations atmosphériques qu'à Madère même, que, et c'est là le fait le plus extraordinaire sur lequel M. Wollaston a insisté avec beaucoup de raison, certains groupes considérables de scarabées, qui ont absolument besoin d'ailes, autre part si nombreux, font ici presque entièrement défaut. Ces différentes considérations, dis-je, me portent à croire que le défaut d'ailes chez tant de scarabées à Madère est principalement dû à l'action de la séduction naturelle, combinée probablement avec le non-usage de ces organes. Pendant plusieurs générations successives, tous les scarabées qui se livraient le moins au vol, soit parce que leurs ailes étaient un peu moins développées, soit en raison de leur habitude indolente, doivent avoir eu la meilleure chance de survivre
parce qu'ils n'étaient pas exposés à être emportés à la mer. D'autre part, les individus qui s'élevaient facilement dans les airs étaient plus exposés à être emportés au large et, par conséquent, à être détruits. Les insectes de madère qui ne se nourrissent pas sur le sol, mais qui, comme certains coléoptères et certains lépidoptères, se nourrissent sur les fleurs et qui doivent par conséquent se servir de leurs ailes pour trouver leurs aliments, ont, comme l'a observé M. Wollaston, les ailes très développées, au lieu d'être diminuées. Ce fait est parfaitement compatible avec l'action de la sélection naturelle. En effet, à l'arrivée d'un nouvel insecte dans l'île, la tendance au développement ou à la réduction de ses ailes dépend de ce fait qu'un plus grand nombre d'individus échappent à la mort en luttant contre le vent ou en discontinuant de voler. C'est en somme ce qui se passe pour des matelots qui ont fait naufrage auprès d'une côte. Il est important pour les bons nageurs de pouvoir nager aussi longtemps que possible, mais il vaut mieux pour les mauvais nageurs de ne pas savoir nager du tout et s'attacher au bâtiment naufragé. Les yeux des taupes et de quelques rongeurs fouisseurs sont rudimentaires, quelquefois même complètement recouverts d'une pellicule de poils et de poils. Cet état des yeux est probablement dû à une diminution graduelle provenant du non-usage, augmentée sans doute par la sélection naturelle. Dans l'Amérique méridionale, un rongeur appelé tuco-tuco ou Cetnomys a des habitudes encore plus souterraines que la taupe. On m'a assuré que ces animaux sont fréquemment aveugles. J'en ai conservé un vivant et celui-là certainement était aveugle. Je l'ai disséqué après sa mort et j'ai trouvé alors que son aveuglement provenait d'une inflammation de la membrane nictitante. L'inflammation des yeux est nécessairement nuisible à un animal. Or, comme les yeux ne sont pas nécessaires aux animaux qui ont des habitudes souterraines, une diminution de cet organe suivie de l'adhérence des paupières et de leur protection par les poils pourrait dans ce cas devenir avantageuse. S'il en est ainsi, la sélection naturelle renforce les effets du non-usage. On sait que plusieurs animaux appartenant aux classes les plus diverses qui habitent les grottes souterraines de la Styrie et celles du Kentucky sont aveugles. Ces quelques crabes, le pédoncule portant l'œil est conservé, bien que l'œil ait disparu. C'est-à-dire que le support du télescope existe, mais que le télescope lui-même et ses verres font défaut. Comme il est difficile de supposer que l'œil, bien qu'inutile, puisse être nuisible à des animaux vivant dans l'obscurité, on peut attribuer l'absence de cet organe au non-usage. Chez l'un de ces animaux aveugles, le rat de caverne, Neotoma, les yeux étaient grands et brillants. Le professeur Silliman m'apprend que ces animaux ont fini par acquérir une vague aptitude à percevoir les objets après avoir été soumis pendant 1 mois à une lumière graduée. De la même manière qu'à Madère, les ailes de certains insectes se sont agrandies et celles d'autres insectes ont diminué sous l'effet de la sélection naturelle, aidée par l'usage et le non-usage. Dans le cas du rat des cavernes, la sélection naturelle semble avoir lutté avec la perte de lumière et avoir augmenté les dimensions de l'œil, alors que, chez tous les autres habitants des cavernes, le non-usage semble avoir seul accompli son œuvre. Il est difficile d'imaginer des conditions de vie plus semblables que celles de vastes cavernes creusées dans de profondes couches calcaires, dans des pays ayant à peu près le même climat. Aussi, dans l'hypothèse que les animaux aveugles ont été créés séparément pour les cavernes d'Europe et d'Amérique, on doit s'attendre à trouver une grande analogie dans leur organisation et leur affinité. Mais, comme Schiod et d'autres l'ont observé, ce n'est pas le cas, et les insectes des deux continents ne sont pas plus étroitement alliés que ne l'implique la ressemblance générale des autres habitants d'Amérique du Nord et d'Europe. Dans l'hypothèse où je me place, nous devons supposer que les animaux américains, doués dont la plupart dans les cas de la faculté ordinaire de la vue, ont quitté le monde extérieur pour s'enfoncer lentement et par générations successives dans les profondeurs des cavernes du Kentucky, ou comme l'ont fait d'autres animaux dans les cavernes de l'Europe. Nous possédons quelques preuves de la gradation de cette habitude. Schiod remarque: des animaux peu différents des formes ordinaires ménagent la transition, puis viennent se conformer pour vivre dans un demi-jour, enfin ceux destinés à l'obscurité complète et dont la structure est toute particulière. Quand, après d'innombrables générations, l'animal atteint la plus grande profondeur et le non-usage de l'organe a plus ou moins complètement atrophié l'œil, et la sélection naturelle lui a souvent aussi donné une sorte de compensation pour sa cécité en déterminant un allongement des antennes,
Malgré ces modifications, nous devons encore trouver certaines affinités entre les habitants des cavernes de l'Amérique et les autres habitants de ce continent, aussi bien qu'entre les habitants des cavernes de l'Europe et ceux du continent européen. Or, le professeur Danham apprend qu'il en est ainsi pour quelques-uns des animaux qui habitent les grottes souterraines de l'Amérique. Quelques-uns des insectes qui habitent les cavernes de l'Europe sont très voisins de ceux qui habitent la région adjacente. Dans l'hypothèse ordinaire d'une création indépendante, il serait difficile d'expliquer de façon rationnelle les affinités qui existent entre les animaux aveugles des grottes et les autres habitants du continent. Nous devons d'ailleurs nous attendre à trouver, chez les habitants des grottes souterraines de l'Ancien et du Nouveau Monde, l'analogie bien connue que nous remarquons dans la plupart de leurs autres productions. Loin d'être surpris que quelques-uns des habitants des cavernes, comme l'Amblyopsis, poisson aveugle signalé par Agassiz, et le protée, également aveugle, présentant de grandes anomalies dans leur rapport avec les reptiles européens, je suis plutôt étonnée que nous ne retrouvions pas dans les cavernes un plus grand nombre de représentants d'animaux éteints en raison du peu de concurrence à laquelle les habitants de ces sombres demeures ont été exposés.